À la une de l'actualité, le meeting du chef de l'État à Gbeleban, sous-préfecture du département d'Odiéné, dans la région du Kabadougou, le village natal de sa mère. Les échanges avec les populations ont été remplis d'émotions. Les examens de fin d'année de la formation professionnelle ont été lancés hier jeudi 21 mai. La direction de la certification des examens et concours affirme que tout est fin prêt pour le bon déroulement de ces examens. 6 civils tués dans des combats dans le nord-est de Bamako au Mali. Bilan d'affrontements entre les séparatistes touaregs et des miliciens pro-gouvernementaux. Bonjour à vous et bienvenue dans ce point de l'actualité sur RTI 1. Ce vendredi marque le 3e jour de la visite d'État du président ivoirien dans le Denguélé. Alassane Ouattara a tenu un meeting ce matin à Gbeleban, une rencontre particulière avec les populations du village natal de la mère du chef de l'État, une rencontre chargée d'émotions. Le président a invité tous les cadres de la région à s'approprier l'opération de logements sociaux qui va être lancée. Il a promis de faire de Gbeleban un petit Abidjan dans 2 à 3 années. Et revenons donc sur cette intervention du chef de l'État où il a invité les populations à la cohésion et à l'unité pour un développement réel. Alassane Ouattara a promis la construction de la voie Gbeleban-Odiéné dans un futur très proche. Un des projets qui me tient personnellement à cœur, après les épisodes que j'ai vécus en venant par la route à Gbeleban, c'est de bitumer la route Gbeleban-Odiéné. Et je peux vous dire que les travaux commenceront dès cette année. Chers parents, je voudrais vous réitérer tous mes remerciements. Je sais qu'avec vos prières, nous continuerons d'aller de l'avant et que la Côte d'Ivoire sera en paix. Que la Côte d'Ivoire continuera de profiter de la prospérité qui démarre. Que la sécurité étant revenue dans tous les départements, que la Côte d'Ivoire va maintenant renforcer la cohésion nationale, la réconciliation entre les enfants de ce beau pays. Oui, la politique ne doit pas diviser les Ivoiriens. Oui, la politique doit être une saine compétition qui permet aux populations de choisir. Un peu partout où nous sommes passés, j'ai entendu les populations dire que le pays avait bougé, que la situation s'améliore. Bien évidemment, il y a encore des choses à faire, parce que rien n'est parfait. Mais nous allons continuer sur cette lancée. Et de Gbeleban, je peux affirmer que nous n'allons exclure aucune région, aucun département de Côte d'Ivoire dans ce que nous avons entrepris. Le président Alassane Ouattara est attendu à Samatigila cet après-midi pour un autre meeting. Et la journée d'hier a également enregistré 2 meetings. Le premier à Minignan, toute première étape de cette visite d'État. Le président y est revenu sur l'ouverture de la station d'eau qui va couvrir les besoins des populations pour les 15 années à venir. Le reportage est signé Ali Rassouba. Ferveur, enthousiasme, allégresse, la commune de Minignan est fière et heureuse d'accueillir ce jeudi matin le premier meeting du chef de l'État dans le district du Denguélé. Un grand rassemblement place de la mairie de Minignan sur fond d'hommage rendu à l'illustre fils de la région, aujourd'hui président de la République. Passé la passion des retrouvailles, les porte-paroles de Minignan ne manqueront pas l'ultime occasion de dévoiler au président Ouattara leur soif de développement, lequel a été amorcé par Dominique Ouattara, la première dame qui a été saluée par tous les intervenants pour son soutien et le réconfort au département. Particularité de ce premier meeting dans le Folon, pas de doléances particulières adressées au président de la République, uniquement des messages et témoignages favorables à sa cause et à sa réélection à la prochaine présidentielle. Minignan vous félicite d'avoir donné le meilleur de vous-même à ce pays, à ce continent africain, sacrifiant au passage votre brillante carrière professionnelle pour que nous, les pauvres, nous tirions profit de votre intelligence, de votre expérience et de votre tolérance. C'est pourquoi
Les Fouronkas voient en vous leur seul djigui, leur seul espoir. Pour octobre prochain, ce ne sera plus 98,23%, mais 99%. Que non seulement aux élections prochaines d'octobre, nous vous promettons un score de plus de 99%, mais aussi un taux de participation de plus de 90%. Face à un tel engagement, un seul mot de la part du chef de l'État. Merci à tous, merci. Et vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. Cissé Sendou a dit qu'il n'y avait pas besoin de me lire des doléances. Et il a raison. Nous sommes à la maison, donc nous n'avons pas besoin de nous dire ce dont nous avons besoin. Nous continuerons de faire ce que nous devons et ce que nous avons fait dans tous les secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité. Et ce matin, d'ailleurs, nous venons d'ouvrir la station d'eau qui permettra à toute cette région de ne plus avoir de problème d'eau sur les 15 années à venir. Vous savez, ces travaux continuent, la Côte d'Ivoire est en paix, la sécurité est revenue et la Côte d'Ivoire est au travail. C'est grâce à cette alliance des fils d'Houphouët-Boigny. D'ici, première étape de ma visite, je voudrais lancer des remerciements, une gratitude particulière au président Henri Konan Bédié, qui a été le digne héritier du président Houphouët-Boigny. Pour immortaliser ce passage d'Alassane Ouattara à Ménignan, une salle de conférence a été baptisée du nom de son épouse Dominique Ouattara. La place de la mairie qui a abrité cette rencontre porte son nom. Enfin, l'esplanade de la grande mosquée de Ménignan porte désormais le nom de Hadja Bintou Cissé, du nom de la génitrice du président. Pour la petite histoire, Ménignan, tiré de la langue odiénéka, désigne le serpent-bois ou encore le python, animal totémique du village. Ménignan est le chef-lieu de la région du Folon, pour ainsi dire la région des bas-fonds. Deuxième étape de la journée d'hier, Kaniasso, où le chef de l'État a demandé aux populations de lui faire confiance et de toujours lui apporter leur soutien. Alassane Ouattara leur a assuré qu'il fera beaucoup plus dans les années à venir. Depuis 2011, 700 millions de francs CFA ont été investis dans le département de Kaniasso, à Ouattouré. Kaniasso, la deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, a tenu toutes ses promesses. Les populations des cantons Toron, Toudougou, Folo et Wandougou se sont fortement mobilisées pour exprimer leur joie de recevoir leur neveu, le président Alassane Ouattara. Un grand jour donc pour Kaniasso, la cité du bonheur. À Kaniasso, où le vivre ensemble est, selon le maire Moussoukura Chantal Fani, une réalité. La population du département de Kaniasso est devant vous, dans ses composantes les plus représentatives et les plus symboliques du mode de vie et des conditions d'existence qui n'aspirent qu'au mieux-être. Bien vivre, bien s'épanouir, non pas seulement sur le plan nutritionnel, mais également dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie et de la culture. Cette population est dans la joie de vous recevoir, Monsieur le Président. Et me charge de vous dire que nous voudrions pouvoir compter sur vous, chers neveux, chers pères, pour relever le défi, car vous êtes le président de cette illustre République de Côte d'Ivoire moderne, fondée par le président Félix Houphouët-Boigny, et vous en êtes capable. Pour le porte-parole des populations, le député Koné Draman, Alassane Ouattara est la solution pour Kaniasso, un département qui a bénéficié dans le cadre de cette visite d'État de près de 2,8 milliards de francs CFA d'investissement dans le domaine de l'eau, de l'électricité et des infrastructures routières et 900 millions d'investissements d'urgence. Le chef de l'État entend poursuivre ces investissements dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et du programme national de développement. Le président de la République s'est dit confiant en l'avenir de la Côte d'Ivoire avant de saluer le sens du sacrifice des populations du Folon. Nous savons à quel point cette région a besoin de reconnaissance et de reconstruction. Et je voudrais vous dire que c'est dans l'union que nous pourrons continuer de faire ce que nous faisons actuellement. Je vous demande seulement, chers parents, de me faire confiance. Faites-moi confiance et je voudrais vous dire que
Aujourd'hui, c'est le 21 mai 2015, la date de mon investiture à Yamoussoukro. Donc à 4 ans, voyez-vous ce qui a été fait. Et grâce à votre soutien et à la perspective d'avoir un second mandat, nous allons faire encore beaucoup plus que ce que nous avons fait en 4 ans. Je suis confiant quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, les choses vont aller encore de mieux en mieux. Les visites d'État sont aussi l'occasion pour le président de la République Alassane Ouattara de développer les infrastructures et de fournir des équipements, des véhicules de commandement, de sécurité et de salubrité. L'adduction en eau potable de la ville d'Odiéné a été renforcée. Le président a ouvert hier les vannes de la station d'eau qui va desservir Odiéné jusqu'à 2030. Abiba Dambélé. L'eau coule désormais à flot, à Lobanasso, premier village de la commune d'Odiéné. Le président Alassane Ouattara a ouvert les vannes, bu l'eau potable, imité en cela par les personnalités venues l'accompagner. Aujourd'hui, 7200 mètres cubes jour. On a aujourd'hui un excédent de 3700 mètres cubes jour par rapport aux besoins de jour. Donc on est vraiment bien au-delà des besoins. Le maire de la commune d'Odiéné, Mme Nasneba Touré Diané, et le chef Touré Famouri ont remercié le président Alassane Ouattara. Les chefs de la région lui ont offert un bœuf et des vivres de la part des populations, dans la pure tradition du Denguélé. La station existante, mise en service en 1972, était vétuste et saturée, ce qui ne permettait pas d'assurer la continuité de service. Ces travaux pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné ont coûté 7 milliards de nos francs, dont 3,4 milliards financés par le programme présidentiel d'urgence, le PPU, et 1,3 milliard par le Fonds de développement de l'eau. La mise en œuvre du projet permettra d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné, estimée à 69 582 âmes, de réduire les corvées d'eau des femmes, de disposer de suffisamment d'eau pour toutes les activités socio-économiques et afin d'assurer une sécurité de l'alimentation en eau potable jusqu'en 2030. C'est toujours un immense plaisir de régler les problèmes d'eau, d'électricité de nos populations. Et ici, bien évidemment, à Odiéné, la station de Lobanasso fera que Odiéné n'aura plus de problème d'eau, et ce jusqu'en 2030, c'est-à-dire dans les 15 années à venir. Et moi, j'en suis très heureux, j'en suis très fier. Les populations sorties nombreuses ont exprimé leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara, leur fils, qui apporte le développement partout où il passe. Je remercie le président de la République de nous avoir donné de l'eau, parce que l'eau, source de vie. Et nous sommes très contents et nous sommes fiers parce que c'est notre fils qui nous apporte de l'eau. Nous serons toujours à ses côtés et nous le soutenons pour ses œuvres qu'il continue de faire. Et comme on a dit, pour moi, ADO veut dire Action pour le développement d'Odiéné. Tant qu'il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Donc on remercie le président de la République pour 20 mandats. Si c'est moi seulement, il n'a qu'à rester là. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le premier président qui met les pieds chez nous ici. Nous souhaitons au président que Dieu le garde longtemps pour nous et qu'il soit éclairé par sa puissance. Il vient de donner la vie à des millions et des millions de personnes. Et cela est vraiment incommensurable. Nous ne pouvons que lui rendre hommage pour ces nombreuses actions qu'il essaie de poser en faveur de toutes les populations ivoiriennes. Après le Banasso, le président de la République a pris congé de ses hôtes pour Minigna, le chef-lieu de la région du Folon, pour son premier meeting dans le district du Denguélé. À Odiéné, le centre Arc-en-Ciel pour orphelins et enfants handicapés a reçu la visite de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a fait un don en équipement et en espèces de 12 millions de nos francs. Alexis Ouedraogo. La vie est belle quand elle est vécue dans la charité. Cette maxime, Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État, se l'approprie. Avant son arrivée ce mercredi aux côtés de son époux à Odiéné, déjà 5 départements avaient reçu ses émissaires, les bras chargés de cadeaux. Pour ce jour, c'est le centre Arc-en-Ciel qui lui ouvre ses portes. L'occasion pour sœur Monica Ocello, responsable du centre, de présenter ses doléances. Nous sommes avec les enfants jour et nuit. Nous sommes auprès d'eux quand il faut leur premier pas.
quand ils prononcent leurs premières paroles. Nous sommes présents aussi quand ils sont malades. Nous vous demandons de nous aider à pouvoir suivre efficacement nos enfants. Il nous faudrait donc une voiture adaptée afin d'accompagner les enfants dans leur famille et d'y effectuer des visites régulières. Il faudrait aussi une subvention qui nous permettra de donner des kits alimentaires et d'hygiène. Ouvert depuis 2011, le centre recueille les enfants dont les mères sont mortes en couche. Un combat noble que salue la première dame. Depuis Abidjan, on m'a beaucoup parlé de ce centre merveilleux, magnifique, que j'ai pu visiter. Et je voudrais vraiment féliciter la sœur Monica et tout le personnel du centre Pietro Bonillo. C'est magnifique, c'est merveilleux. Vous faites un travail extraordinaire. J'ai bien entendu vos doléances. Nous allons essayer de vous obtenir une subvention au niveau de l'État. Au niveau de la Fondation Children of Africa, nous aidons également des ONG, des centres, et je peux vous dire que nous allons vous aider régulièrement et pas seulement pendant les fêtes de Noël. Je vous le promets. Des dons d'une valeur de 12 millions de francs CFA que saluent les employés du centre. Avec ce qu'elle a donné, désormais, on va améliorer encore la prise en charge de ces bébés abandonnés et de ces bébés dont les mères sont décédées. On est très heureux pour les dons, surtout pour les enfants d'Arc-en-Ciel, surtout au niveau des projets aussi qu'on aimerait mettre en place pour pouvoir les suivre, surtout après le retour à la maison. Et les bras de la première dame sont encore chargés, c'est tout le Denguélé qu'elle compte bien sillonner. La délégation présidentielle est attendue cet après-midi à Samatigila. Et ici à Abidjan, nous sommes à 3 jours des assemblées annuelles du groupe de la BAD. Elles vont se tenir du 25 au 29 mai. Thème principal, l'Afrique face aux nouveaux paysages mondiaux. Noël Niagno. BAD, Banque africaine de développement. Il y a plus d'un demi-siècle que la séance inaugurale des gouverneurs s'est tenue à Lagos, au Nigeria. C'était en novembre 1964. Séance inaugurale précédée le 10 septembre de la même année de la signature de l'accord de création avec 25 États membres ayant libéré 65% du capital. Sa mission, lutter contre la pauvreté, promouvoir le développement et encourager les échanges au sein des pays membres. Date depuis des opérations en direction des États, 1967. Pour cette lutte contre la pauvreté et la promotion du développement, 2 principes guident les actions de la banque en direction des bénéficiaires. 1. Lorsque la BAD accorde un prêt, elle n'autorise les retraits que pour couvrir les dépenses relatives au projet au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. 2. La banque s'assure que le produit d'un prêt consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt a été accordé. Sur cette base, durant 25 ans, la banque a fonctionné avec l'argent des Africains. Son capital de départ, 1,4 milliard de dollars, est passé à 3,2 milliards, puis à 6 milliards à l'ouverture du capital aux pays non régionaux en 1982. Le capital aujourd'hui est de 32 milliards. Le nombre de pays a presque doublé. Ils sont 54. Pour la gouvernance de la BAD, on note au niveau suprême le Conseil des gouverneurs, où chaque État membre est représenté par un gouverneur, généralement le ministre en charge de l'économie et des finances. Ce conseil formule les directives générales concernant les politiques de la banque. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tout pouvoir au Conseil d'administration, composé de 9 membres élus par le Conseil des gouverneurs pour un mandat de 3 ans. Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations de la banque. Dernière personnalité à être élue par les gouverneurs et de loin la plus importante, le président du groupe de la BAD. Il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Depuis la création de l'institution en 1963, on en dénombre 7. Le dernier en date est le Rwandais Donald Kaberuka. Pour sa succession, ils sont 8 candidats en lice, dont une femme. Ce président élu aura à sa disposition plus de 1500 agents de toutes les nationalités à son siège ici, à Abidjan, ouvert en 1964.
Le Conseil Café-Cacao tire la sonnette d'alarme face à la menace du swollen shoot ou maladie du cacao. La production cacaoyère est menacée par cette maladie, surtout dans le département de Méagui. Les producteurs y ont été sensibilisés et informés sur les moyens à mettre en œuvre pour préserver leur production. Patricia Omoitia. L'avenir de l'économie cacaoyère dans le département de Méagui est inquiétant. Selon le délégué régional du Conseil Café-Cacao, Silieu Seydou, la propagation très rapide de la maladie du cacao dénommée swollen shoot menace de nombreuses parcelles. Si la Côte d'Ivoire veut rester leader mondial du cacao, il faut nécessairement endiguer cette maladie. Il ajoute que le gouvernement a mis en place un programme de lutte auquel les producteurs doivent adhérer. Il les invite à signaler aux agents de la NADER toute parcelle atteinte. Messieurs Aruna Béré et Siagbe Fulgence, respectivement président du conseil d'administration et président de coopérative, ont présenté le rapport de gestion de la campagne 2013-2014. Selon eux, l'entreprise a été confrontée à des difficultés liées au financement, mais surtout au vieillissement du verger et à la maladie du swollen shoot. En dépit de ces difficultés, la coopérative Ecamon a commercialisé plus de 3 494 tonnes de fèves de cacao et réalisé un excédent net de 23 millions de francs CFA. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire lance un nouveau projet à Mankono. Il s'agit de l'utilisation durable des sols dans les systèmes de production de l'igname afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Kwadio Kwame pour le reportage. L'igname, son importance nutritionnelle et culturelle n'est plus à démontrer. Cependant, la production de l'igname rencontre d'énormes difficultés. Difficultés dues à la dégradation de la fertilité du sol. Conséquence, 46% de la population des zones de production vit avec moins d'$1, soit moins de 1000 francs par jour, et 27% souffrent de malnutrition. Le projet YAM6 qui va s'exécuter dans les régions de Soubré et de Teningwe a pour but d'améliorer la fertilité du sol, de relever le niveau de revenus des populations et de préserver l'environnement. Le projet vise à générer des stratégies de gestion durable de la fertilité des sols en culture d'igname. L'objectif est qu'à partir de cette stratégie, on arrive à accroître sa production afin de répondre aux préoccupations de la sécurité alimentaire. Les populations accueillent favorablement le projet. On trouve que vraiment on ne gagne rien sur la terre qu'on cultive. Il faut faire au moins 3 à 4 hectares. On n'arrive pas à faire 20 tonnes dans ces conditions-là et c'est difficile. Un site sentinelle de 10 000 hectares est déjà défini pour la prise du sol et pour les analyses. Ce développement agricole reposera sur la création d'un dialogue permanent entre chercheurs et producteurs pour la bonne utilisation des outils de décision et surtout pour la gestion du sol. C'est pourquoi le coordonnateur régional a invité les populations à s'approprier le projet pour l'amélioration des rendements agricoles. La collaboration avec les structures d'encadrement du monde paysan est très souhaitée, de même que celle des forces de l'ordre. Le projet YAM6 est d'une durée de 6 ans. Il aura pour base la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Suisse. Les examens de fin d'année de la formation professionnelle ont été lancés hier jeudi 21 mai. Le directeur de la certification des examens et concours affirme que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens. Herman Yamia. Démarrés depuis le 13 avril dernier par les épreuves d'éducation physique et sportive, les examens scolaires de fin d'année de la formation professionnelle rentrent dans leur phase active le 16 juin prochain avec les épreuves écrites. Ces épreuves écrites seront précédées de la soutenance des rapports des stages du 2 au 5 juin et des épreuves orales et pratiques du 8 au 12 juin prochain. Ces informations sont du directeur de la certification des examens et concours à la cérémonie officielle de lancement des examens scolaires de la formation professionnelle. Selon Kazmi Eric Akafouatse, toutes les dispositions ont été prises afin de faciliter le bon déroulement de ces examens. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet adjoint, invite les acteurs à conduire les examens avec vigilance et probité avant de préciser qu'aucun cas de fraude ne sera toléré. Autant il nous incombe de donner une formation de qualité à nos jeunes, autant il relève de notre responsabilité de les évaluer de façon rigoureuse
afin que les diplômés qui sortent de nos structures soient compétitifs et capables d'aborder le marché de l'emploi avec assurance et sérénité. C'est le lieu d'ailleurs de rappeler que la tricherie et la fraude sont punies par notre code pénal. 16 556 candidats composeront dans 47 centres répartis sur l'ensemble du territoire national et 27 jurys sont constitués pour les corrections et les délibérations. Les candidats vont composer pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP pour certains et pour d'autres, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Les premiers résultats de ces examens sont attendus pour le 7 juillet 2015. Les journées nationales des télécommunications et de la communication JNTIC ont refermé leurs portes ce mercredi, revenant sur cette 15e édition qui a coïncidé avec les 150 ans de l'Union internationale des télécommunications. Télécom TIC, les conducteurs de l'innovation. Tel est le thème de l'édition 2015 des Journées nationales des technologies de l'information et de la communication JNTIC. Cette édition met l'accent sur la place des télécommunications dans le développement. Ce thème nous invite à considérer désormais les télécoms et les TIC comme des leviers de développement de nos économies et des instruments de transformation sociale positive. Ces deux leviers favorisent l'innovation et ont un impact social certain, créateur d'emplois et puissant stimulateur de la consommation des ménages. Ce salon est une tribune d'opportunités pour les opérateurs économiques et les fournisseurs de services. Il cadre aussi avec la politique du gouvernement. À l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, nous faisions état des nombreuses et importantes innovations technologiques qui ont rythmé la marche des TIC et qui ont marqué d'une façon aujourd'hui indélébile le développement et les progrès que notre monde connaît, en particulier depuis le Big Bang du croisement entre les communications et l'informatique qui a donné naissance, comme vous le savez, à l'Internet. Outre les professionnels des TIC, le salon est aussi pour les visiteurs un espace de grande découverte. Le salon JNTIC est à sa 15e édition et cette édition marque aussi le 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Les artisans de Côte d'Ivoire invités à se faire enrôler pour bénéficier de la couverture maladie universelle, ils ont été informés des avantages liés à cette couverture maladie, première du genre dans le pays. Sidonie Davila. Se faire soigner à 1000 francs CFA, c'est désormais possible en Côte d'Ivoire avec la couverture maladie universelle, CEMU. Plus de 20 artisans ont franchi la première étape du processus d'enrôlement des assurés de la CEMU lors de la campagne d'information et de sensibilisation initiée par les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie. La CMU, la couverture maladie, ambitionne de donner donc aux populations la possibilité de se faire consulter dans les consultations médicales, des examens médicaux ou de radio, des médicaments et aussi certains cas d'hospitalisation. C'est une grande ambition et nous pouvons réussir ce projet-là ensemble. C'est un système solidaire et donc j'appelle l'ensemble de la population à y adhérer. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous faire soigner à 1000 francs. Soucieux du rapport étroit qu'il y a entre une bonne santé et un bon rendement professionnel, le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a invité tous les artisans ainsi que la population à souscrire à cette opération. J'ai lancé un appel à tous les présidents régionaux et tous les présidents départementaux avec les organisations professionnelles afin qu'ils suivent l'exemple que nous avons donné aujourd'hui afin de faire assurer tous les artisans qui opèrent sur le territoire national. La CEMU a pour objectif de permettre aux populations d'accéder à des soins de qualité et à moindre coût. L'opération se poursuit sur tout le territoire. On enregistre 45 000 enrôlés à ce jour. Le 4e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien FPI s'est ouvert hier jeudi 2015 pour la paix, la réconciliation et le progrès social. Le changement, c'est maintenant. Voilà le thème de ce congrès.
Dans l'actualité en Afrique, au moins 6 civils, dont un employé d'une organisation non gouvernementale, ont été tués jeudi lors d'affrontements entre les séparatistes touaregs des mouvements de l'Azawad et des miliciens pro-gouvernementaux au Mali. Le cessez-le-feu avait déjà été violé à de multiples reprises dans cette zone du pays. Et voilà pour ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres et surtout restez avec nous sur RTI 1.